Bonjour, la philo qui gratte, la suite du petit topo sur le bonheur. La dernière fois, on a vu les rapports entre le bonheur et le désir. Mais une question dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'on peut être heureux? Alors, cette question, elle peut paraître étrange. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il peut être heureux, est-ce qu'il pense que les gens peuvent être heureux, je pense qu'en général, il va répondre oui, même si c'est pas facile. Alors, c'est justement pour ça que il faut bien comprendre le sens de la question en philo. Si on vous demande est-ce que l'homme peut être heureux, ou est-ce que le bonheur n'est pas un rêve ou un idéal, pourquoi on vous la pose? Parce que le sens du terme bonheur en philo est un sens assez particulier. Si être heureux, ça voulait dire être content ou être satisfait, on ne vous posera pas la question. C'est évident qu'on peut être heureux au sens où on peut être content, on peut être satisfait, on peut éprouver du plaisir, même beaucoup de plaisir dans la vie. Donc c'est pas ça ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est est-ce que l'homme peut arriver à un état de satisfaction intense et durable. Un état de satisfaction intense et durable. C'est ça la définition du bonheur. Donc, un état, effectivement, c'est une situation dans laquelle on est. Cette situation, il faut qu'elle dure. Le bonheur, c'est pas 2 minutes. Ah, j'ai été heureux, mais 2 minutes. Non, il y a un problème. Donc, il faut quand même que ce soit quelque chose qui dure, et surtout qu'il soit intense. Donc, la question, ça problématiser. La question, c'est en réalité, est-ce que l'homme peut parvenir à être dans une situation qui dure et dans laquelle il ressentirait une satisfaction ou un plaisir ou un sentiment intense de plénitude. D'accord? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous avez des auteurs qui vous disent oui. Bien entendu, ils ne vous disent pas que c'est facile, mais vous avez pas mal d'auteurs qui vous disent oui, c'est possible. À certaines conditions. Lesquelles? Par exemple, Épicure, on l'a vu, auteur de l'Antiquité, vous dit oui, c'est possible, mais il y a des conditions. La première, c'est il faut se connaître ses désirs, et savoir faire la différence entre ceux qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'état de bonheur dans lequel on arrive pour Épicure est un état assez particulier, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Pourquoi c'est un état particulier? Parce que c'est un état dans lequel on est, et contrairement à la définition de départ, c'est pas un état de plaisir intense, c'est un état dans lequel on ressent le moins de troubles possible. Les troubles peuvent être psychiques, c'est le stress, c'est la peur, c'est les angoisses, etc. Et le stress, et les troubles peuvent être aussi physiques, physiologiques. C'est tout ce qui est douleur. Bon. Et l'idéal pour Épicure, c'est d'arriver dans un état où il y a le moins de troubles possible. Ce qui fait dire à beaucoup de critiques que finalement l'état de bonheur pour Épicure, c'est surtout un état où on n'est pas malheureux. Bon. Donc vous voyez déjà, il y a des conditions, il faut connaître ses désirs, les trier. Normalement c'est connu ça. Vous avez 3 catégories de désirs pour Épicure. Et vous en avez une dont il faut essayer de se passer complètement, c'est les désirs superflus. La seconde, c'est les désirs naturels, mais non nécessaires. Alors on peut les satisfaire, mais en faisant attention. Et la première catégorie de désirs, les désirs naturels et nécessaires, autrement dit les besoins, ce qui est essentiel pour vivre. Alors bien entendu, il ne faut pas hésiter. Bon. En fonction de ces 3 catégories, eh bien, il faut gérer nos désirs. Bon. Donc déjà, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Bon. Et en plus, tout ça pourra arriver dans un état qui est assez éloigné de ce que nous on entend par bonheur, qui n'a rien à voir avec s'éclater, etc., ou qui n'a rien à voir avec ressentir un état de plénitude intense. C'est un état d'absence de trouble. Bon, ça c'est Épicure. Ensuite, vous avez des auteurs qui vous disent que c'est possible, mais à la condition d'adopter un comportement bien particulier. Par exemple, Pascal, au XVIIe siècle, vous dit bonheur c'est pas impossible, mais il est assez difficile pour un humain d'être heureux parce que
naturellement, l'homme pense beaucoup au passé et beaucoup au futur. Et or, il vit dans le présent. Or, le moment où il peut être heureux, c'est au présent. Et il ne fait pas attention à ce présent. Pascal dit que l'homme vit dans des mondes qui ne sont pas les siens, il vit dans le passé, il vit dans le futur, il est toujours en train de se dire « Ah, c'était bien, ah, qu'est-ce que j'ai pu faire ça, ah, c'était... » il est toujours en train de se souvenir, ou, alors ça c'est terrible, de penser à l'avenir, « Ah, je ferai ça, et quand j'aurai ceci, je ferai cela, etc. » Et il oublie de vivre au présent. Mais est-ce que c'est véritablement un oubli, ou est-ce que c'est une incapacité? Est-ce que la conscience peut vraiment se projeter et faire attention, c'est ça être conscient, hein, c'est faire attention au moment présent. Hein. Regardez quand vous vivez quelque chose, est-ce que vraiment, très souvent, vous vous arrêtez sur ce que vous êtes en train de vivre, de faire ou de penser, en vous disant « Ah, je sais pas, c'est bien ou j'ai de la chance ». C'est assez rare finalement. Hein. Alors, il se pourrait que la conscience humaine soit déterminée à se projeter dans des univers qui ne sont pas les siens. L'univers qui est le sien étant le présent. Bon. Donc ça demanderait un travail sur soi et un travail de la conscience pour se projeter beaucoup plus qu'elle ne le fait sur le présent. Bon, est-ce que c'est possible? Hein, l'interrogation est ouverte. Mais la condition, c'est ça. Bon, vous en avez d'autres qui vous donnent d'autres conditions. Par exemple, Kant. Kant vous dit le bonheur est possible, mais il est assez problématique d'y parvenir. Alors pourquoi? À cause de la vie, vous dit Kant. Bon. Pourquoi? Parce que la vie humaine, elle est faite de changements, de rencontres, etc., etc. Et donc, de désirs qui changent. Hein, mes désirs évoluent, sans arrêt. Je désire faire tel métier, mais je rencontre quelqu'un 6 mois après qui me dit que tel autre métier est fantastique, donc mon désir va se porter sur tel autre métier. Désir sur une personne, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'imagine mon bonheur dans 10 ans avec, par exemple, tel métier, je l'imagine par rapport à ce que je suis au moment présent. Mais entre-temps, hein, je vais faire des études pour arriver à ce métier, mais entre-temps, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais, par exemple, faire des stages, et puis rien ne me dit qu'en faisant un stage à propos de ce métier, je sois déçu. Hein. Donc je peux être déçu, je me dis, ah ben finalement, ça me plaît pas trop, je m'embête un peu, etc., etc. Donc mon désir va changer, ou il va être moins fort, ou il va changer, ou il va se porter sur autre chose. Et tout ça, autrement dit mon avenir, bah, personne ne peut le savoir à l'avance. Donc personne ne peut savoir comment ces désirs vont évoluer. Hein. Donc ce qui me plaît à un moment, lorsque je vais, lorsqu'il me plaît, l'idée de la chose qui me plaît à un moment, ou l'idée d'une personne, je me dis, ah, si j'étais avec telle personne, ce serait bien, mais je ne peux pas, personne ne peut savoir avec certitude comment va être la vie avec la personne. Peut-être que la vie avec cette personne sera décevante. Peut-être que ce métier, une fois que j'aurai obtenu, va me décevoir. Peut-être que ce voyage, que j'imagine, hein, va me décevoir. C'est le propre de l'imagination, dit Rousseau, de toujours embellir les choses. Donc quand j'imagine un voyage, j'imagine toujours le mieux possible. Hein. Le voyage le plus intéressant possible, le plus épanouissant possible, etc. La réalité est souvent en deçà de l'imagination. Donc, je peux toujours être déçu. Bon. Donc, grosse condition, hein, à la limite, c'est quand il faudrait que la personne n'évolue pas, que ses désirs ne changent pas, qu'elle ait une passion tellement forte que la passion puisse durer. Voilà, à toutes ces conditions-là, peut-être qu'on pourrait être heureux. Encore faut-il relativement bien se connaître, parce que quand j'imagine que quelque chose va me rendre heureux, j'imagine que le désir que j'ai me correspond. Si je fais aucun effort pour me connaître, je risque de me tromper très fortement. Hein. J'imagine que telle personne me convient, ou me conviendrait si j'étais avec elle. Alors c'est possible que ça marche, mais encore faut-il savoir ce qui me convient. Si j'ai fait aucun travail sur moi, je ne sais pas vraiment ce qui me convient, donc peut-être que je me trompe totalement. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même des conditions, hein, pour être heureux, qui sont quand même très lourdes quand même. Hein. Mais, il y a encore pire, vous avez carrément des auteurs qui vous disent que c'est impossible d'être heureux pour l'être humain. Alors, cet auteur, l'auteur qui m'intéresse là, ça va être Freud. Alors, justement, hein, moi j'aime pas trop Freud dans tout ce qui est questionnement sur l'inconscient. Je suis un peu du côté de Popper pour ça. Je me dis que la théorie de l'inconscient chez Freud, vous ne pouvez pas l'attaquer. Vous ne pouvez jamais démontrer que Freud a tort, et vous ne pouvez jamais le piéger. Donc ça veut dire que c'est pas scientifique. Bon.
Donc, moi, je garde de Freud ce qui m'intéresse chez Freud, c'est sa théorie philosophique. Or, sa théorie philosophique sur le bonheur, elle est assez intéressante. Il dit que tout simplement, si l'homme ne peut pas être heureux, c'est pas à cause de la connaissance de soi, c'est pas à cause d'un manque de force qu'il aurait, c'est pas à cause de sa conscience qui serait trop projetée dans l'avenir ou dans le passé, peu importe, c'est à cause de sa nature, tout simplement. Voilà. L'homme ne peut pas être heureux parce que c'est un homme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là c'est extrêmement intéressant au niveau philosophique. Vous avez un point de départ qui est la définition du bonheur, qu'on a en philo. Hein. Un état de plaisir intense et durable. Un état de satisfaction intense et durable. Et puis de l'autre côté, vous avez la nature humaine. Ce qu'il faut, dit Freud, c'est savoir si les deux peuvent coïncider. Est-ce qu'avec un homme tel qu'il est constitué, on peut imaginer l'accès à un état de satisfaction intense et durable? Bah, Freud vous dit non. C'est impossible. Bon. Alors pourquoi? Mais parce que si on est d'accord avec Spinoza, oui, je dis bien Spinoza, pas Freud, et qu'on dit que l'homme est un être de désir. L'homme est un être qui désire toute sa vie. À partir de là, on voit mal comment il pourra arriver à un état de satisfaction intense et durable, puisque l'état de satisfaction intense et durable, c'est un autre nom pour l'état de plénitude. Un état où je n'ai plus besoin de rien, où je ne désire plus rien. Mais justement, si ma nature c'est de désirer, par définition, je ne peux pas arriver à un état où le désir cesse. Ou alors, je cesse d'être un homme. Alors, cesser d'être un homme pour un homme, c'est soit la mort, soit un état végétatif, soit un retour à l'animalité. Et encore, on peut imaginer des animaux avec des désirs. Donc, ça va être extrêmement compliqué, parce que par définition, j'ai en moi une force qui me pousse à désirer, et le bonheur, ce sera un état où j'arriverai, où justement je ne désirerai plus. Vous voyez bien que, même au niveau logique, il y a un problème. Et c'est d'autant plus intéressant sur ce désir qu'a l'homme, non pas le désir autant qu'essence, c'est-à-dire le fait de désirer tout et n'importe quoi, mais le fait de désirer arriver à un état où il ne désirerait plus. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas un désir tout simplement d'être surhumain? Est-ce que c'est pas un refus de sa nature première? Si j'accepte ma nature première, je me dis que de toute façon, je suis destiné à désirer, et que je désire, j'obtiens, très souvent après, je m'ennuie un peu, je me remets à désirer, j'obtiens, etc., etc. Espèce de mécanique, alors on peut la considérer de façon très pessimiste comme Schopenhauer, où on peut dire que, on peut la considérer de façon optimiste comme Rousseau. On peut dire que justement c'est très très bien de désirer tout le temps. Parce que désirer tout le temps, c'est être toujours, ressentir toujours d'énergie, être toujours excité, être toujours motivé. Hein, c'est complètement différent. Bon. Mais de toute façon, on est condamné, le terme est un peu négatif, mais on est condamné à ça, nous, en tant qu'être humain. Donc, rêver d'un état où ça s'arrêterait, c'est rêver. Et ça reviendra à dire qu'effectivement, le bonheur défini de manière philosophique n'est qu'un doux rêve. C'est bien l'imaginer, mais si on est rationnel et si on réfléchit un peu, on ne peut pas y arriver. Et j'irai même plus loin, il ne faut pas y arriver. Hein, puisque, en réalité, arriver à ce type de situation, je pense que pour la personne, ce serait plutôt ressenti comme quelque chose d'assez triste et d'assez malheureux, ou d'assez ennuyeux, et en tout cas pour les personnes extérieures à moi, ce serait la même chose. Hein, quand on regarde quelqu'un qui n'a envie de rien, très souvent, on n'a pas un sourire, hein, on se dit pas « Ah là là, quelle chance il a, c'est génial, etc. » On se dit « Bah, lui, il est un peu chiant, il veut jamais rien, il est jamais content, etc. etc. » Bon. Donc vous voyez, ça vous fait réfléchir sur cet idéal qu'on peut avoir, peut-être par refus de notre nature profonde, mais est-ce que ce serait bien d'arriver à cet idéal? C'est pas sûr du tout. Donc voilà, je suis désolé, hein, ça gratte un peu, l'idée de bonheur philosophique est peut-être pas atteignable, et peut-être pas justement à désirer. On la désire, mais elle est peut-être pas cette idée à désirer. Je vous laisse là pour aujourd'hui.